Au sud-ouest de l'Asie, dans la péninsule arabique, se trouve l'émirat d'Abu Dhabi. Ce n'est qu'environ ces 60 dernières années qu'il est passé d'un désert presque stérile à la métropole et capitale des Émirats arabes unis que nous connaissons actuellement. L'objectif du projet Abu Dhabi 2030 est donc de pouvoir répondre aux besoins actuels et futurs du développement de la capitale, sans toutefois oublier l'identité culturelle et environnementale de l'émirat. Pour cela, de nouvelles technologies avant-gardistes sont mises en place dans certains projets. On les doit en partie au développement de l'éducation supérieure et des universités internationales locales, de vrais pôles d'excellence. L'université Sorbonne Abu Dhabi est une université qui est ouverte depuis 2006. C'est la seule université d'une université française à l'étranger, ici aux Émirats arabes unis. Lorsqu'on a ouvert en 2006, on avait très peu d'étudiants à l'époque, on en avait 200. Aujourd'hui, nous avons plus de 1400 étudiants sur l'ensemble des formations dans tous les domaines et les champs de compétences que représente Sorbonne Université, qui va du droit jusqu'à la médecine, en passant évidemment par les humanités. L'ensemble de nos diplômes sont les diplômes français édités à Paris et donc ont exactement la même valeur que ceux qui sont donnés pour nos étudiants en France. Nos étudiants ici sont pour partie émiriens. On a désormais presque 70% d'étudiants émiriens et le reste des 30% représente plus de 60 nationalités autour du monde. Ce qui fait de Sorbonne Université à Abu Dhabi un campus profondément international qui permet de faire ce pont entre les civilisations qui était voulu à la fois par le gouvernement français et le gouvernement des Émirats arabes unis. Cette formation d'excellence à la française est d'autant plus importante que ce pays doit faire face à de nombreux défis, notamment climatiques. La plus grande étendue de sable ininterrompu ou désert d'Abu Dhabi est connue sous le nom de Kar vide ou Roub al-Khali. La problématique de l'eau est donc vitale. Le grand projet du gouvernement, c'est de stocker l'eau dessalinée sous la terre, ça veut dire sous les aquifères souterrains, pour les réutiliser quand ça sera besoin. De l'autre côté, il y a un financement d'un gros projet, ça qu'on appelle Rain Enhancement, ça veut dire d'améliorer les pluies en utilisant de différentes techniques et méthodes basées sur des conditions météorologiques de la région et augmenter presque 10 à 15% les pluies qui viennent dans ce pays-là. L'eau a de tout temps été primordiale dans cette région du monde, comme en témoigne son nom Abu Dhabi, qui veut dire le père de la gazelle. La ville d'Abu Dhabi, ça vient de la nom de Dhabi. Dhabi, c'est le Ghazal. Abu, c'est le père de Ghazal. Et le mythe, ça dit qu'ils étaient en train de chasser un Ghazal. Ils sont suivis dans cette île et après ils vont trouver un endroit de l'eau dans cette île et ils ont décidé de construire un tour pour le protéger, le source de l'eau. Et après ils ont construit le fort et la ville d'Abu Dhabi qui a agrandi autour. Dans le désert où l'eau est encore rare, elle est gérée de façon traditionnelle dans les oasis par un savant système d'irrigation millénaire. Ces oasis, grâce à la présence de l'eau, regroupent la population locale. Cependant, quelques habitants continuent de vivre une vie pastorale nomade. J'ai 42 chameaux et chamelles ici. Le principal but de ces chamelles est que lorsqu'elles ont un petit, 6 mois après, je les entraîne pour les courses et lorsqu'ils gagnent, cela me rapporte pas mal d'argent. Les chamelles sont aussi utilisées pour leur lait et leur viande. Bien que rude, ce désert a aussi son charme. Comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Alors les touristes essaient d'en percevoir les secrets. Mais si l'eau potable est un souci majeur, il en est un autre. C'est la force de l'océan Indien dans le golfe arabique. La mangrove est un enjeu très important pour l'environnement aux Émirats arabes unis aujourd'hui parce qu'elle a plusieurs fonctions. D'une part, elle héberge une très grande biodiversité, elle protège les littoraux contre des risques naturels venant de la mer et aussi c'est un puits de carbone extrêmement important dans l'objectif d'atteindre le net zéro carbone dans le futur. Aujourd'hui, il y a 60 millions de plants de mangroves aux Émirats. L'objectif, c'est d'atteindre 100 millions en 2030.
À proximité des gratte-ciels, mais loin du tumulte de la vie d'Abu Dhabi, se trouve un endroit tranquille tout à fait inattendu. Cette réserve naturelle d'une beauté et d'une biodiversité unique au monde s'appelle le Mangrove National Park. La mangrove que vous voyez ici a été plantée depuis les années 1970 par le père fondateur de la nation, le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, parce qu'il connaissait l'importance de la mangrove pour la biodiversité, mais aussi pour la protection de la côte et le changement climatique. Donc la mangrove que vous voyez ici n'est que pour moitié des années 1970. Installée sur une surface de presque 19 km², elle dévoile une forêt luxuriante, traversée de canaux et habitée d'une multitude de créatures. Hérons, flamants roses, tortues, sans oublier les poissons, les dauphins et les dugongs. C'est un lieu de biodiversité unique en son genre. En kayak ou en paddle, quel plaisir d'évoluer en liberté au cœur de la mangrove, dans le silence le plus total. Au loin, les bâtiments ultramodernes créent un contraste tout à fait surprenant, car l'unique bruit que l'on entend ici est celui de l'eau sous l'embarcation et le chant des oiseaux. Les écosystèmes de mangroves sont vraiment uniques parce qu'ils sont entre terre et mer et on les appelle une aire intermédiaire. Nous pouvons voir beaucoup de coquillages, beaucoup de crabes et d'invertébrés et ce substrat unique dans la mangrove. Dans le contexte du réchauffement climatique, préserver et augmenter la taille de la mangrove est primordial. Mais il est d'autres défis pour y faire face. Masdar City est un exemple pratique de la façon dont la technologie moderne nous aidera à réduire la consommation d'énergie, à respirer de l'air plus propre et à créer une meilleure qualité de vie pour tous. Nous nous concentrons sur 3 piliers à Masdar City. L'un d'eux se rattache à l'architecture, qui est fondamentalement au centre, autour de l'aspect humain. La ville est pour les gens, après tout. Nous sommes également très concentrés sur les ressources naturelles en termes d'eau, d'électricité et aussi, bien sûr, de transport. L'un des éléments clés en termes de planification pour la ville. Réseau de transport bas carbone, énergie renouvelable, stratégie zéro déchet, sans parler de la minimisation de l'utilisation de l'eau et du recyclage des eaux usées, le développement de la construction de cette ville est très ambitieux. Il s'appuie sur de nouvelles technologies, bien sûr, mais reste aussi ancré sur des techniques naturelles. Masdar City a fondamentalement adopté la philosophie du design passif. Nous regardons tout et optimisons et travaillons avec la nature comme exemple. Masdar City est orienté en termes d'angle spécifique avec le soleil et optimise également le vent, de sorte que vous vous sentez maintenant, par exemple, là où nous sommes, vous sentez la brise glisser et c'est principalement comme cela que nous avons conçu la ville, pour la protéger du soleil et optimiser le refroidissement par le vent naturel. Nous examinons la sélection des matériaux des bâtiments très attentivement, en incluant les matériaux locaux là où nous le pouvons. Évidemment, nous veillons à minimiser notre empreinte carbone et nous avons trouvé des biocarbones et des composants clés dans notre planification pour la ville. Les résultats de l'utilisation de matériaux est critique et les matériaux proviennent généralement de sources locales et sont donc également facilement disponibles à nouveau. Masdar est un exemple réel pour la croissance durable et il est important que nous nous assurions que tout le monde peut adopter ce que nous avons fait ici à Masdar. Une expérience courageuse d'une ville durable initiée par les autorités d'Abu Dhabi. Si le gigantisme des constructions actuelles est de mise dans les bâtiments civils, il en est de même pour les édifices religieux en cette terre d'islam. Le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier président des Émirats arabes unis, fit construire une mosquée. Ce lieu de culte est devenu le symbole national. Cependant, la maison de la famille abrahamique, ce complexe interconfessionnel situé sur l'île de Saadiyad, regroupe une mosquée, une église et une synagogue. Il fut ouvert au public en 2023 et témoigne de la tolérance et de l'ouverture sur le monde. La maison de la famille d'Abraham s'est inspirée du document sur la fraternité humaine co-signé par le pape François et le grand imam Ahmed Al-Tayeb, ici à Abu Dhabi en février 2019.
Immédiatement après la signature de ce document, les pierres de la fondation de la maison de la famille d'Abraham ont été posées. La signification de la maison de la famille d'Abraham, c'est la première de ce genre, dans le sens que les lieux de culte ont été délibérément construits ensemble, en même temps, dans des dimensions égales et à distance égale les uns des autres, tous sur le même terrain, mais regardant dans des directions opposées en fonction de la foi. Nous avons donc le même aspect à l'extérieur, mais nous sommes uniques à l'intérieur. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres, mais nous ne pouvons regarder dans la même direction et nous sommes toujours sur la même terre. Ces 3 édifices religieux sont en calcaire, en bois et en bronze, des matériaux classiques utilisés dans les 3 religions. Ils sont intégrés différemment pour chaque bâtiment et reprennent des détails uniques à chaque religion, tels que les dômes, les voûtes et les arcs des mosquées. L'idée d'enceinte, avec l'arche de la Torah et une bima. L'idée d'élévation vers le ciel dans les églises chrétiennes comme dans les cathédrales. Ces détails ont été intensifiés et magnifiés par l'architecte ghanéen britannique Sir David Adjaye. Des offices de chaque religion y sont célébrés chaque jour. Nous sommes fiers que plus de gens du pays viennent nous voir que de touristes. En fait, le nombre de fidèles cette année, seulement à la maison de la famille d'Abraham, est de plus de 144 000 personnes. Mais le nombre de visiteurs qui sont venus juste pour visiter était d'environ 118 000. Donc c'est une grande différence entre les deux au cours de ces 11 derniers mois. Et le nombre des croyants, en dehors des horaires de culte, est habituellement de 4. Pour se replacer dans le contexte, à tout moment donné, les lieux de culte ne peuvent accueillir qu'environ 800 personnes. Ainsi, la maison, avec ce nombre de fidèles seulement, fait que nous avons eu les lieux de culte pleins de gens plus de 140 fois cette année seulement. Un émirat qui, sans renier ses traditions, cherche ainsi à être un modèle de cohabitation. Toutes ces réalisations et ces projets font partie de la vision 2030 portée par Abu Dhabi, qui consiste à contrecarrer le piège de la rente pétrolière en investissant dans de nouveaux domaines de l'économie du savoir et en développant le secteur privé plus enclin à l'innovation et à la compétitivité. Il s'agit donc de préserver l'environnement et d'ouvrir l'économie aux investissements internationaux et à une nouvelle population expatriée.